une deuxième interview ensemble, notamment avec le contexte des célébrations de 2024, des JO évidemment. Je voudrais commencer par une question plus personnelle. Qu'est-ce qui t'a amené à te passionner pour la cybersécurité? Moi, je pense que c'est un petit peu comme beaucoup de gens qui font de la cybersécurité, c'est d'arriver à comprendre comment fonctionnent les choses. Moi, je viens initialement du monde du développement informatique. Donc, j'ai été créateur de sites internet, de logiciels. Et comme beaucoup de gens, j'ai vécu aussi des attaques, des piratages. Et à un moment donné, j'en ai eu marre. Donc, je me suis dit, tant qu'à comprendre un peu ce qui se passe de l'autre côté, je vais m'y mettre. Et c'est un peu ce qui m'a motivé aujourd'hui à passer du côté de la cybersécurité. Vraiment comprendre et puis aider un petit peu les entreprises à se protéger. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner un aperçu de l'état actuel de la cybersécurité et peut-être en particulier avec ce qui concerne l'impact de l'intelligence artificielle? La cyber aujourd'hui est un peu mise à mal, tout simplement parce que la cybercriminalité est en développement permanente et que surtout elle se structure. Donc, ce qui autrefois était peut-être des hackers dans leur cave, un petit peu indépendants, un peu idéalistes. Aujourd'hui, la cybercriminalité s'est structurée en industrie, qu'elle soit financée ou non par des États. Et en ce sens, le nombre d'attaques, il suffit de regarder les quelques chiffres de 2023, a été multiplié encore par 4 ou 5 par rapport à l'année précédente. Et puis surtout, on s'attend à une explosion de la cybercriminalité. Donc aujourd'hui, il y a toujours un temps de retard entre la défense et l'attaque, comme bien souvent. Et le constat aujourd'hui est pas extraordinaire dans la mesure où on se rend compte qu'il n'y a pas encore forcément suffisamment de moyens qui soient mis à disposition des entreprises, des entités publiques et des individus au regard de l'augmentation de la quantité d'attaques. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur une pente, à mon sens, un petit peu pessimiste. Et donc, il va falloir observer aujourd'hui, réagir en tout cas autant que faire se peut. Alors, tu parles de la tendance actuelle et notamment par rapport aux événements qui peut y avoir comme les JO. On annonce un investissement de 10 millions d'euros pour la cybersécurité des JO, qu'on prête 500 millions pour la sécurité physique. Et comment tu évalues justement ces risques de cyber pour les entreprises lors d'événements mondiaux comme ça? Et quelles mesures préventives tu recommanderais? Alors déjà 10 millions, c'est rien du tout au regard de ce qui est attendu en termes de quantité d'attaques. On évalue à 10 fois ce qui a pu se passer lors des précédents Jeux Olympiques en termes de nombre d'attaques. 10 millions, c'est rien du tout. Le problème, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui envisager la cible de ces attaques. Ça va être des entreprises privées, ça peut être des entreprises simplement parce qu'elles sont françaises, ça peut être aussi des infrastructures liées ou non aux Jeux Olympiques. On va avoir sur cet événement, quelque part, un certain nombre de motivations qui peuvent provoquer ce type d'attaque, de l'idéologie, des agressions économiques, des agressions purement informationnelles. Donc aujourd'hui, quelque part, la pluralité des raisons qui peuvent motiver ces attaques va faire qu'il va être extrêmement difficile de s'en protéger parce qu'on ne sait pas aujourd'hui qui va être attaqué et comment. 10 millions, ça permet de protéger quelques entités peut-être un peu sensibles, comme je sais pas, les transports, tout ce qui est hébergement pour les touristes, enfin le tourisme en général, c'est-à-dire ce qui pourrait se voir si c'était attaqué. Mais il y a tout le reste, c'est-à-dire aujourd'hui, tous les prestataires, par exemple, qui vont développer des logiciels qui vont servir dans le cadre des Jeux Olympiques, ou les sites Internet qui vont servir à la gestion de ci ou de ça. Donc, compliqué aujourd'hui, et avec 10 millions, c'est très difficile déjà d'assigner ces sommes-là aux bonnes entités, tout simplement parce qu'on ne sait pas qui va être attaqué. Et puis même 10 millions, si on savait, ce serait une goutte d'eau dans l'immensité de l'effort qu'il faudrait faire. On est aujourd'hui à quelques mois de l'événement. Sur ces sujets-là, on est en retard, hein, clairement. Je pense il faut l'accepter. Alors, tu as dit 10 fois plus d'attaques que lors des JO précédents, ou en tout cas, je crois que c'est des JO de Pékin dont tu parlais. C'est ça. Ça représente combien d'attaques à peu près? Alors, de mémoire, je crois que Pékin a vécu 4 milliards d'attaques pendant sa période. Donc là, on Ouais. s'attend à plutôt 40 milliards, c'est-à-dire historiquement une quantité, un volume inédit d'attaques qui viendrait effectivement d'un certain nombre
d'entités dont on pense qu'elle puisse le faire. Mais encore une fois, la menace est hybride, elle n'est pas forcément parfaitement identifiée, donc il est compliqué aujourd'hui tout simplement de mettre les barrières en place pour se préparer. Donc il y a plein de choses qui sont faites, attention, hein, je ne dis pas que rien n'a été fait, évidemment, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ressent quand même qu'il y a un côté un peu éparse des actions qui sont menées au niveau de l'ensemble de la prestation. Alors on entend hein, effectivement dans les médias, sur les réseaux sociaux, qu'il faut se préparer, etc., qu'on n'est pas prêt. Mais aujourd'hui, c'est vrai que quand on entend que par exemple au niveau des transports, ne serait-ce que la logistique sur l'événement, euh, la, la mairie de Paris estime qu'on n'est pas encore prêt. Je pense qu'au niveau de la cybersécurité est toujours l'enfant un peu mal gâté des événements. Et du coup, on est un petit peu en queue en queue de carrosse sur ces côtés-là. Alors, tu l'as dit, c'est les entreprises qui sont attaquées la plupart du temps. Et quelle perspective on peut avoir sur la cybersécurité pour les entreprises, les principales tendances et les prévisions en matière de cyber sur les mois et les années à venir? Alors, tu parlais d'intelligence artificielle tout à l'heure, ou en tout cas d'IA. Aujourd'hui, la tendance est d'utiliser les IA, en tout cas, pour pouvoir mener des attaques, hein. On a quelques proof of concept aujourd'hui qui existent, qui montrent que c'est possible. Pour la même raison que d'habitude, c'est que les IA sont conçues par des humains et que l'humain est faillible. Donc aujourd'hui, se servir des IA soit pour préparer ces attaques, pour faciliter les attaques, ou se servir des IA comme relais d'attaque à destination de cibles de manière indirecte, ce sont des choses qui se font déjà et qui, pour moi, c'est une tendance à observer pour les prochains types d'agressions qu'on pourrait subir. On reste aujourd'hui quand même très tourné vers une cible humaine, c'est-à-dire qu'on va s'attaquer au maillon faible de l'entreprise ou de l'entité qui est l'humain, donc tout ce qui est phishing, squishing, tout ce qui va en fait s'attaquer aux collaborateurs plutôt qu'à l'informatique, pour moi est quand même encore aujourd'hui l'acte privilégié des hackers, tout simplement parce que ça coûte moins cher, c'est plus facile, et surtout il y a un taux d'efficacité qui est bien supérieur. Donc la, pour moi, vraiment, le danger de la cybersécurité dans les années à venir, c'est encore une fois l'être humain. On a déjà parlé de ça, je me souviens à la précédente interview. Je maintiens cette ligne de conduite en disant qu'aujourd'hui, les attaques informatiques sont difficiles à mener, demandent des moyens, demandent beaucoup de recherche. Ça existe encore dans plein de niveaux. Mais on va dire que la cybercriminalité un peu du quotidien, va, elle, encore pour moi, passer par toutes les techniques de social engineering et d'attaquer le collaborateur et le particulier, hein, qui sont les mêmes d'ailleurs, pour pouvoir ensuite attaquer l'entreprise. Alors, tu es un spécialiste de l'OSINT. Tu peux peut-être en dire deux mots et pourquoi éventuellement l'OSINT est devenu un outil crucial dans les stratégies d'attaque des entreprises et éventuellement de l'autre côté des stratégies de sécurité des entreprises. L'OSINT, ça consiste à obtenir des informations sur quelque chose, donc en l'occurrence une cible ou à défendre ou à attaquer. Et du coup, l'OSINT va permettre d'obtenir des informations cruciales qui vont permettre d'affiner son attaque sur une entreprise, par exemple, ou un organisme ou une entité. Donc, en collectant des informations en source ouverte, accessibles légalement, hein, accessibles à tous, quelque part, on va faciliter et augmenter la portée de son attaque et la productivité de son attaque. Et aujourd'hui, dans la cybercriminalité comme dans le monde de l'entreprise, il y a une recherche de la rentabilité, parce qu'aujourd'hui, ce qui est visé, c'est les données, et à travers les données, c'est l'argent. C'est de dire, bah, moins on met de temps pour attaquer une entreprise, plus l'attaque est rentable. Donc, la collecte d'informations en open source va faciliter, réduire la surface d'attaque et va permettre simplement d'être plus efficace. Donc, aujourd'hui, ça va répondre aux besoins du hacker, d'aller plus vite, d'être plus efficace, et puis surtout d'attaquer un plus grand nombre d'entreprises dans le temps qui lui est imparti. Donc oui, l'OSINT fait partie de la cybersécurité offensive et également défensive, puisque pour bien se protéger contre une attaque, bah, il faut comprendre un petit peu les modes opératoires de ce qui on peut avoir en face, se tenir au courant, faire de la veille technologique sur les failles de sécurité, pouvoir enquêter sur une attaque qui a eu lieu, comprendre comment elle a pu avoir lieu et puis se protéger pour que ça ne recommence pas. Donc, on a besoin d'informations à tous les niveaux du cycle, de la protection comme de l'attaque. Et l'open source intelligence, aujourd'hui, c'est 80% de l'information. Donc, on ne peut absolument pas mettre ça de côté. Aujourd'hui, faire de la cyber sans faire de l'osine, ça n'a pas de sens, hein.
Alors, se protéger, c'est aussi beaucoup anticiper, hein, tu en as parlé. C'est aussi le rôle peut-être des opérations de Red Team. Est-ce que tu peux nous donner aujourd'hui ou nous expliquer l'importance des opérations de Red Team dans les entreprises et en quoi ça contribue à améliorer la sécurité informatique ou anticiper des attaques? Alors, Red Team, c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup dans les médias, tout simplement parce qu'il est assez mal connu finalement, et surtout il fait peur. Le Red Team, ça consiste à considérer que les tests d'intrusion classiques informatiques, les pen tests, ne sont pas suffisants aujourd'hui pour protéger l'entreprise et qu'il y a d'autres vulnérabilités qui sont assez simples à énumérer. Il y a les collaborateurs, on en a parlé juste avant, il y a la sécurité physique des bâtiments et il y a la sécurité wireless, c'est-à-dire la partie à accession par les réseaux sans fil. Et aujourd'hui, on considère que les données d'une entreprise et son activité sont faillibles à la fois par le côté informatique, un peu classique, mais également par tous ces autres aspects. Le Red Team, ça va consister à s'attaquer à tous les aspects en même temps et surtout à tenter d'imiter le comportement d'un criminel comme si on était ce criminel. C'est-à-dire qu'on ne va pas respecter les règles du jeu comme on le fait dans le pen test, à établir un périmètre, à établir une durée, à prévenir les équipes, etc. Le Red Team, il y a vraiment un côté réaliste. Et aujourd'hui, ça permet à l'entreprise de vraiment se confronter aux réels risques qu'elle court, notamment en termes d'espionnage industriel d'intrusion, tout simplement, au niveau de ces systèmes informatiques, et de se dire, voilà comment dans la vraie vie peut se passer une réelle intrusion. Et aujourd'hui, quelqu'un qui va faire du Red Team, alors on va respecter la loi, hein, on n'est pas des cow-boys non plus, mais on va quand même se permettre des choses qu'on ne fait pas en pen test et qui vont être un vrai reflet d'une vraie menace. C'est ça aujourd'hui que le Red Team va apporter à l'entreprise, c'est de dire attention, la menace elle évolue, la menace elle change, la menace s'adapte aussi à la réaction, c'est-à-dire que ce qu'on va faire pendant un pen test qui va durer sur une durée limitée, sur un Red Team qui dure plusieurs mois, on va s'adapter aussi à la réaction de l'entreprise, on va improviser, on va s'adapter, on va planifier. L'objectif étant de dire, on va se comporter aujourd'hui comme dans la vraie vie. Alors, le facteur qui peut être aggravant pour une entreprise, c'est l'humain. Justement, en parlant de l'humain, comment l'éducation ou la sensibilisation à la cyber peut-elle être améliorée en entreprise? Quelles sont les solutions qu'on peut avoir pour éduquer sensibiliser les populations? La sensibilisation au risque cyber, elle est dans la plupart des grandes entreprises, elle est déjà faite, tout simplement parce que la prise de conscience a eu lieu il y a quelques années maintenant. En revanche, on se rend compte que trop de sensibilisation tue la sensibilisation et qu'au bout d'un moment, entendre toujours les mêmes choses de la même façon va faire que le message va se diluer, il y a des habitudes qui sont prises et du coup, une efficacité qui sera moindre. On rajoute à ça les problèmes de turnover dans l'entreprise, c'est-à-dire les collaborateurs qui quittent l'entreprise, les nouveaux qui arrivent, donc le besoin de le faire régulièrement, et au bout d'un moment, la lassitude qui peut s'installer sur ce genre de choses. Donc, pour aujourd'hui mieux sensibiliser les collaborateurs, il faut varier évidemment la manière de faire, alors que ce soit par quel canal on utilise, est-ce que ce sont des séances de sensibilisation plénière, est-ce que ce sont des exercices, est-ce que ce sont des tests réels. Nous, dans la cybersécurité offensive, on considère que confronter les collaborateurs à des vrais tests, c'est-à-dire de les piéger, de leur montrer comment ils se sont fait piéger, puis leur apprendre un petit peu les conséquences de leurs actes. Aujourd'hui, le problème, c'est que les collaborateurs comprennent qu'il faut faire attention. Ça, c'est pas un souci, hein, c'est bien rentré dans les mœurs. En revanche, ce que ne comprennent pas forcément les collaborateurs, c'est une fois qu'ils se sont fait prendre, quelles sont les conséquences sur l'entreprise qui peuvent avoir lieu suite à ce genre de choses. Et pour une vraie prise de conscience et donc une vraie efficacité de sensibilisation, à un moment donné, il faut aussi utiliser les résultats de ces tests réellement sur l'entreprise. Et là, on a la jointure quelque part entre les pen tests et puis le monde du phishing pédagogique, tel qu'on peut le faire assez traditionnellement, et le monde du red team où on va plus loin, c'est-à-dire qu'on va utiliser les résultats des exercices pour réellement compromettre l'entreprise, en tout cas montrer aux collaborateurs ce qui se passe en termes de crise quand il y a une erreur qui est faite. Et ça, c'est aujourd'hui, en tout cas, considéré comme très efficace. Il restera certainement plein d'autres manières à inventer à l'avenir pour améliorer ça. Parce que là aussi, à bout d'un moment, l'habitude va prendre le dessus. Donc, je pense qu'il faut se renouveler dans les moyens de sensibilisation, inventer de nouveaux exercices, inventer de nouvelles manières de faire. Et puis surtout, inculquer, et je fais une petite transition peut-être vers une question suivante, mais le plus tôt possible dans la vie professionnelle et même dans la vie numérique,
quelque part ce souci et cette compréhension du risque pour que ce qui aujourd'hui demande un effort aux collaborateurs, eh ben, dans les 10 prochaines années, ça devienne un réflexe et que quelque part la question ne se pose même pas sur qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Alors, on est dans un monde hyper connecté avec de plus en plus de logiciels, notamment. Comment on fait pour maintenir une sécurité informatique robuste dans ce monde hyper connecté avec de plus en plus de logins, de mots de passe, etc. partout, qui fait que bah, peut-être que ça ouvre la porte plus à des attaques. Alors, je ne suis pas un expert de la protection informatique, hein, moi, je suis dans l'offensif. En revanche, je pense que mon expérience du monde du développement m'a montré une chose, c'est que si on pense sécurité dès les fondations de la création d'une entreprise ou de la création d'un système d'information, ça se passe globalement beaucoup mieux que quand on s'occupe de la sécurité a posteriori. Donc, pour moi, s'il y avait un conseil à donner aux entreprises, c'est penser sécurité dès le départ. Ne sous-estimez pas l'importance de mettre des budgets, des moyens dans la limite de ce que vous pouvez faire, hein. Bien sûr, tout le monde n'a pas les mêmes moyens sur ce sujet-là, mais tous les ans de considérer qu'il faut mettre un effort sur la sécurité informatique, quand bien même l'effet ne se voit pas immédiatement. C'est un peu comme une assurance. L'assurance, elle coûte cher et elle ennuie le monde jusqu'au jour où on en a besoin, mais on est bien content de l'avoir payé quand on en a besoin. C'est pareil pour la cyber. Donc aujourd'hui, ce qu'on appelle le security by design, je pense que c'est la clé pour toutes les entreprises pour se prémunir contre les dangers. Ensuite, je pense qu'il faut pas avoir honte quand on a subi une attaque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, partager ces résultats d'expérience quand on a été attaqué, comment on a vécu les choses, comment on a géré la situation, partager avec le reste du monde, le reste des entreprises, ces rétextes. Aujourd'hui, on n'a pas à avoir honte d'avoir été attaqué, hein. Les plus grandes boîtes du monde se sont fait attaquer. La plupart s'en sont remises, d'autres ne s'en sont pas remises. Mais aujourd'hui, le partage de l'expérience permet quand même aujourd'hui une meilleure sensibilisation et surtout à des entreprises qui n'en ont pas forcément les moyens de s'approprier l'expérience des autres. Et ça, c'est très bon, en tout cas, dans la culture de l'entreprise et dans la culture de la cyber. Donc, pour répondre à ta question, aujourd'hui, il faut que la cybersécurité entre dans la culture d'entreprise le plus tôt possible et le plus profondément possible. Alors, tu parles des entreprises et tu as parlé des grandes entreprises, mais le réseau des entreprises françaises, c'est beaucoup de TPE et de PME. On va donner un chiffre sur les impacts parce que tu parlais d'assurance et d'un autre côté, bah, il y a les conséquences. La conséquence, bah, on peut citer peut-être un chiffre sur les PME. Il y a environ, on va dire qu'il y a 60% des PME qui déposent le bilan dans les 18 mois après une attaque. La question, bah, c'est effectivement, est-ce que les TPE, PME sont suffisamment équipés et se protègent suffisamment? Et deuxième question, est-ce qu'il n'y a pas des actions de résilience post-attaque à mettre en place pour pouvoir avoir un plan de continuation d'activité, par exemple? Alors, est-ce que les PME se protègent suffisamment? Je pense qu'il suffit d'ouvrir l'actualité pour constater clairement que non. Par manque de Parce qu'elles moyens. n'ont peut-être pas conscience de l'impact aussi. Elles n'ont Alors, peut-être pas conscience de la menace. il y a celles qui ont conscience et qui n'ont pas forcément les moyens. Comme toutes les PME, il faut à un moment donné choisir à quoi on consacre ses budgets. Il y a celles qui n'ont pas conscience, il y en a encore énormément. Il suffit de voir à chaque nouvelle vulnérabilité, par exemple, sur des outils comme WordPress, de voir la quantité aujourd'hui de WordPress qui ne sont simplement pas mises à jour. C'est-à-dire qu'on ne parle pas là de budget, on parle de faire un clic sur un bouton une fois par semaine. Donc rien qui ne soit en rapport avec des moyens à mettre. Aujourd'hui, il y a une méconnaissance. On estime souvent que la PME est moins la cible parce qu'elle est plus petite, parce qu'elle a moins d'argent. Mais aujourd'hui, il y a deux choses à comprendre. C'est la première, c'est que pour un hacker, une IP égale une autre IP. Donc, qu'on soit une PME ou un grand groupe, une IP sur laquelle il y a un service et des données, c'est une source de revenus. Et la deuxième, c'est qu'aujourd'hui, la PME est souvent cliente ou sous-traitante pour des entités plus grosses et qu'à travers ça, elle est une cible et elle est une cible de relais vers des cibles plus grosses. Donc, c'est pas parce qu'on est un petit cabinet comptable aujourd'hui qu'on ne peut pas être attaqué, tout simplement parce que dans ses clients, on peut avoir des entreprises plus importantes. Donc, la taille j'ai envie de dire, la taille ne rentre pas en ligne de compte, si je peux faire cette très mauvaise plaisanterie. Et aujourd'hui, il y a clairement une méconnaissance quand même aujourd'hui des petites PME, en particulier celles qui ne travaillent pas dans l'IT, c'est-à-dire l'entreprise, je ne sais pas, qui va travailler dans la menuiserie par exemple, ou qui va avoir une société de service qui n'est pas en rapport avec l'IT, mais qui va quand même avoir un site internet
ou un système de gestion de RH, par exemple, bah, celle-ci, elle pense qu'elle n'est pas la cible. Et c'est là qu'il y a une erreur, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est une cible informatique parce que tout le monde est dépositaire de données et qu'aujourd'hui, une donnée, ça vaut de l'argent, tout simplement. Donc, pour moi, clairement, il y a un manque de prise de conscience, toujours encore en 2024. Il y a un manque de moyens évidents pour les PME. Tout simplement, aujourd'hui, il n'y a pas non plus de politique vraiment publique, en tout cas générale, ou en tout cas suffisamment connue, qui permette aux entreprises de dire, ben voilà, on va bénéficier, je ne sais pas, peut-être de 10 000 € par an pour faire quelque chose dans la cybersécurité et nous aider à aller sur le long chemin qui va nous permettre de nous sécuriser. Ça, c'était pour répondre à ta première question. Est-ce que tu peux me rappeler ta deuxième question? Pardon, j'étais un peu Alors, la long. deuxième question, c'était sur la résilience. Ouais. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on va se faire attaquer. La question n'est pas est-ce qu'on va se faire attaquer, c'est oui, on va se faire attaquer. Maintenant, il est possible que l'attaque soit successful et que malheureusement, ça débouche sur une rançon ou sur quelque chose comme ça. Comment on va avoir de la résilience par rapport à cette attaque et surtout, comment on continue à travailler? Comment on fait un plan peut-être de continuation de l'activité? Alors, il y a le Resiliency Act, par exemple, européen, qui est en train d'être réfléchi. Est-ce que tu crois à ça? Alors, je crois fortement aux procédures mises en place pour se préparer à ce genre de choses. C'est-à-dire que si effectivement on a mis en place ce qu'on appelle les PCA, donc plan de continuation d'activité, et les PRA, plan de reprise d'activité, si on a anticipé le risque de la menace cyber, le jour où ça se produit, on a au moins des outils pour pouvoir tenter de s'en remettre et pouvoir redémarrer l'activité. Si on se pose la question du PRA-PCA après l'attaque, autant dire que ça ne sert à rien et que là, l'erreur, enfin, on a C'est trop passé le. tard. C'est trop tard, et à un moment donné, c'est trop tard. C'est-à-dire que mettre un extincteur après l'incendie, ça ne sert à rien, clairement. Après, avoir un PRA et un PCA, ça ne veut pas dire qu'on va s'en remettre systématiquement, ça veut simplement dire qu'on a optimisé, en tout cas, on a mis toutes les chances de son côté pour pouvoir s'en remettre. Ce qui va faire après la différence, c'est l'hygiène numérique de l'entreprise qui est appliquée au quotidien et qui va faire que, eh ben oui, si on fait correctement ces sauvegardes et puis que notre service informatique les vérifie régulièrement et que bah, quand on tente de restaurer, on se rend compte elles sont OK, bah, ça va beaucoup mieux se passer que si on se rend compte que les sauvegardes sont foirées à ce moment-là. Donc, quelque part, c'est l'hygiène, et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la culture de la sécurité dans l'entreprise qui va faire la différence entre une entreprise qui va s'en relever et une entreprise qui ne va pas s'en relever. Après, il y a aussi un côté psychologique, subir une attaque dans une entreprise, et en particulier une PME, où souvent le chef d'entreprise est un petit peu seul pour gérer la situation, où les services d'État vont pas forcément apporter un grand soutien, si ce n'est le recueil d'un dépôt de plainte, par exemple, une petite enquête. On n'a pas accès non plus aux grands services de l'ANSSI quand on est une PME. Donc, aujourd'hui, on est un peu seul quand on subit une attaque. Et bah, quand on voit les dégâts que ça peut engendrer, l'effort qu'il va falloir faire pour s'en remettre, ça va pouvoir potentiellement arriver aussi à bout de la motivation du chef d'entreprise ou de l'équipe. Donc, il peut y avoir un effet très néfaste psychologique et dévastateur sur la santé de l'entreprise qui souvent bah, s'en remettra pas parce que pas le courage de dépenser les efforts à fournir pour s'en relever et puis de gérer les conséquences de tout ça. Donc, il n'y a pas que l'impact direct, il y a aussi l'impact psychologique sur l'entreprise et en particulier sur les PME qui sont souvent un peu seules face au désastre. Alors, je vais retenir une chose que tu as dit, c'est qu'effectivement, ce n'est pas un one-shot la cybersécurité, c'est vraiment une démarche continue, une adaptation permanente parce que, effectivement, les menaces changent avec le temps. Et pour continuer sur cette logique-là, un peu d'évolution, quelle est ta vision et le futur de la cybersécurité? Comment tu vois l'avenir dans un monde de plus en plus dépendant de la technologie? La cyber prend de plus en plus d'importance et c'est tant mieux parce que quand même la prise de conscience est en évolution constante. Après, aujourd'hui, je pense que l'informatisation, pour utiliser un vieux terme, mais enfin, en tout cas, la laïtisation, pour faire un petit néologisme, est exponentielle. Hein. Tout est numérique, tout est connecté. Tout ce qui ne l'est pas le sera. Et aujourd'hui, je- il y a très peu de métiers qui se passent de l'informatique. Donc, il faut que la cyber fasse partie de l'ADN de l'IT. Aujourd'hui, concevoir un système d'information ou même allumer un serveur ou allumer un poste de travail sans se poser la question de la sécurité, c'est des choses qu'il faut arrêter de faire, tout simplement. En tout cas, la sanction va être de plus en plus rapide et de plus en plus immédiate. Donc, quelque part, il y a un côté aussi
les erreurs faites au niveau de l'IT ont des sanctions de plus en plus rapides. Est-ce que c'est une bonne chose? Non, je ne peux pas dire que c'est une bonne chose. C'est pas une bonne chose pour le monde de l'informatisation. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça va quand même dans le sens de la prise de conscience. Donc, comment va évoluer la cybersécurité? Ça va devenir, je pense, un des postes de dépense et un des postes d'attention des services informatiques qui va prendre beaucoup d'importance, plus que ça ne l'est déjà, ça fait aucun doute. Et je pense qu'au niveau des particuliers, parce qu'on parle beaucoup des entreprises, mais on parle assez peu des particuliers. Et aujourd'hui, il est important de rappeler quand même que le particulier est aussi un collaborateur d'entreprise. Et quelque part, en tant que cible, en tant que particulier, il est un maillon également d'accès vers l'entreprise. Donc, ne pas sous-estimer aujourd'hui la cybersécurité pour le grand public. Et puis, il faut aujourd'hui que les services destinés au grand public intègrent la cybersécurité by design, comme on disait tout à l'heure, en disant aujourd'hui, il n'est pas question de vendre un téléphone ou un service de téléphonie, par exemple, ou un ordinateur ou une box, sans que derrière, il y ait un réel suivi de la cyber, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui pour les particuliers en tout cas. La cyber devient un enjeu déterminant. Il va falloir du monde pour aider effectivement les entreprises. Donc, est-ce que tu pourrais donner envie à des futurs diplômés, des futurs entrants dans le marché du travail de faire ce métier et d'accompagner les entreprises sur la cyber? Alors, il y a deux points importants sur la cyber et deux mystifications qu'il faut un petit peu lever. Premièrement, la cyber ne nécessite pas nécessairement d'être quelqu'un de technique pour pouvoir pratiquer. Il n'y a pas besoin d'être développeur, il n'y a pas besoin d'être un administrateur réseau pour faire de la cyber. Il existe plein de métiers dans la cyber, l'analyse en particulier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut venir d'un monde qui n'est pas forcément IT et avoir sa place à jouer dans le monde de la cyber, dans la résolution d'incidents, dans l'accompagnement, dans l'analyse, etc. Donc, on ne s'adresse pas nécessairement qu'aujourd'hui aux futurs jeunes diplômés du monde des écoles de cyber, mais on s'adresse bien à un panel beaucoup plus large. Et puis, il y a un deuxième point important, la cyber, ce n'est pas qu'un monde d'hommes, enfin, c'est aujourd'hui encore trop un monde d'hommes, mais aujourd'hui, on manque aussi cruellement de femmes dans le monde de la cyber, tout simplement parce que il y a encore ce côté un petit peu geek, un peu informaticien, et c'est plus le cas aujourd'hui. Il y a de plus en plus de femmes qui viennent rejoindre le monde de la cyber, et c'est tant mieux. Donc, important aujourd'hui de dire, c'est vraiment un métier qui est accessible à tous, c'est un métier passionnant, c'est un métier d'avenir, hein. Il y a du boulot pour les 30 ou 50 prochaines années, il n'y a aucun doute sur ce sujet-là. Donc aujourd'hui, se pencher vers ce chemin-là, pour moi, est vraiment voilà, une belle route d'avenir avec énormément d'opportunités et puis des choses qui vont évoluer. On parle de l'IA aujourd'hui, il y a certainement encore plein de choses incroyables qui vont se passer dans le monde de l'IT. Et la cyber aura besoin de gens capables de comprendre ces futures technologies et de pouvoir accompagner les techniciens dans la résolution et la protection. Donc aujourd'hui, la cyber, c'est pas que pour les hommes et c'est pas que pour les techniciens. C'est ça que j'aimerais faire passer comme message. Eh bien, c'est ce qu'on va retenir. Un appel aux femmes. Engagez-vous, mesdames. Merci, Julien, pour ces réponses. À bientôt. Avec plaisir, merci Jérôme. À bientôt.